Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler reconversion professionnelle. On parlera également devoir de vigilance européen et enfin arnaque aux faux ordres de virement. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Franck Morel, expert au sein de l'Institut Montaigne, également avocat associé chez Flichy Granger Avocats et ancien conseiller social du Premier ministre Édouard Philippe. Franck Morel, bonjour. Bonjour. Alors l'Institut Montaigne vient de publier un certain nombre de propositions sur la reconversion professionnelle. C'est un sujet prégnant. Un actif sur deux Français entamé ou envisagé d'entamer une reconversion professionnelle en 2021. Dans le même temps, la majorité des Français restent dans leur entreprise, 11 ans en moyenne. Comment expliquez-vous ce paradoxe français ? Je l'explique par le fait que le système reste encore relativement complexe et l'accès à un certain nombre de dispositifs du système reste assez compliqué. Alors, on a fait des progrès, et on a fait des progrès notamment avec l'usage du compte personnel de formation, qui connaît un succès formidable, et on est presque victime d'ailleurs d'une certaine mesure de ce succès, puisque le top 3 des formations qui sont consommées par le biais du compte personnel de formation, c'est les formations en langue, c'est les formations au permis de conduire et les formations à la création d'entreprise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on peut se questionner sur le lien qui peut être effectué entre les besoins principaux du marché du travail et qui nécessitent des compétences, notamment par le biais des reconversions, et cette consommation du CPF. Alors, c'est l'un des axes centraux récurrents des propositions que j'ai pu être amené à faire dans le cadre du rapport pour l'Institut Montaigne. C'est le fait, non pas forcément de dépenser toujours plus, comme ça a été le cas en matière de formation professionnelle, mais surtout de dépenser mieux. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un euro qui est dépensé pour la formation professionnelle soit un euro qui est véritablement profitable à l'emploi et au parcours professionnel des intéressés. Concrètement, donc, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, ça veut dire que dans un certain nombre de cas, il va falloir mieux utiliser les moyens financiers qui sont alloués. L'enjeu sur le sujet spécifique des reconversions professionnelles, c'est à peu près 1 milliard. On peut, à mon avis, à moyen constant, multiplier par 4 les formations de reconversion qui sont organisées. Donc l'enjeu, c'est de mieux organiser les moyens alloués, et donc par exemple, ça suppose de flécher plus largement les formations qui sont consommées par le biais du compte personnel de formation sur des formations qui sont en lien avec les besoins de l'économie. Et donc un certain nombre de propositions du rapport sont formulées en ce sens. Mais ça suppose également de faire effet de levier, c'est-à-dire de faire en sorte que les sommes qui sont dépensées par les acteurs privés aient plus d'efficacité encore que ça n'est le cas aujourd'hui pour participer à ces reconversions professionnelles. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais par exemple mettre un coup de projecteur sur l'une des propositions que je formule et qui vise à faire effet de levier. On s'accorde à dire, de longue date d'ailleurs, que la formation professionnelle est un investissement dans l'avenir. Quand vous investissez sur l'achat d'un équipement, sur une machine, dans une entreprise, eh bien vous avez la possibilité d'amortir l'achat de cette machine, c'est-à-dire d'étaler sur plusieurs années les sommes qui sont consacrées à l'achat de cette machine en vue de préparer son renouvellement, avec toutes les conséquences, notamment fiscales, qui y sont attachées. Ça n'est pas possible en matière de formation professionnelle. Pourquoi ? Ça n'est pas possible parce que il y a des règles comptables qui s'y opposent et il y a eu un tout petit coin du voile qui a été levé. L'autorité des normes comptables a permis de le faire pour certains types de formations, mais encore très très restreint. Et moi je propose de permettre de le faire, non pas comptablement, parce que je pense que nous n'y arriverons pas au niveau de règles comptables qui sont assez complexes et qui ne permettraient pas ceci. Mais en revanche, permettons de le faire déjà d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire d'étaler pour le calcul des contributions fiscales sur plusieurs années les sommes qui sont consacrées par les entreprises à l'achat d'un certain nombre de formations. Voilà une idée par exemple qui consiste à faire effet de levier. Alors comment faire pour qu'on change le regard sur la reconversion professionnelle et l'envisager plutôt comme une opportunité que comme un risque ? Oh bah écoutez, le regard, il a été changé par le fait que l'accès à la formation s'est largement démultiplié. Donc il faut continuer effectivement dans cette voie. On a eu raison de le faire pour le CPF. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de la même manière. Il faut sans doute effectivement corriger un certain nombre de choses. Mais
on a fait évoluer quand même le regard sur la formation. Le succès de l'apprentissage aussi montre ce changement de regard sur la formation qui me paraît totalement essentiel. Donc c'est l'ensemble des parties prenantes, les organisations, les organismes qui collectent, les organismes qui accompagnent les employeurs et les salariés, les entreprises, eh bien, qui, je dirais, doivent faire ce travail d'accompagnement de chaque actif pour essayer de montrer tous les enjeux qui sont bénéfiques au fait de se reconvertir. Vous savez, un grand nombre de métiers vont changer dans les 10 années à venir. Et il y aura beaucoup d'opportunités justement pour évoluer. En même temps, on va avoir des emplois qui vont être menacés. On va avoir des emplois qui vont être détruits. Et donc le processus consistant à organiser un certain nombre de reconversions, c'est quelque chose qui participe à ce mécanisme un peu schumpeterien, ça date pas d'hier matin, le renouvellement de destruction des emplois, créatrice, voilà, de renouvellement des emplois, et faire ça aussi. Se reconvertir, c'est aussi préparer l'avenir. Alors c'est un changement à la fois juridique, financier, culturel, vous l'avez dit, 11 ans dans la même entreprise, donc c'est quelque chose qui prend du temps à bouger, mais je suis assez optimiste, je pense qu'on y arrivera. Alors parmi vos propositions, vous souhaitez multiplier par 4 le nombre de formations pour la reconversion professionnelle. Comment atteindre ces objectifs prioritaires ? Alors il y a plusieurs moyens, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord en fléchant mieux les moyens financiers qui sont alloués à la formation professionnelle, en faisant effet de levier, je l'ai dit, et puis en essayant de faire en sorte que l'écosystème qui entoure l'entrée dans ces dispositifs soit plus simple, plus sécure et plus simple. On a un dispositif qui s'appelle Transco, qui a été mis en place il y a quelques mois par le ministère du Travail, et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, connaît quelques retards à l'allumage, précisément. C'est pas la seule raison, mais notamment parce qu'il reste extrêmement compliqué. Donc je propose dans ce rapport, là aussi, de le simplifier drastiquement pour en élargir assez massivement l'accès. Et puis, sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un certain nombre d'outils RH qui existent, et notamment les entretiens professionnels qui peuvent être utilisés à cette fin pour organiser le suivi des personnes et faciliter la reconversion. Mais il faut rompre avec tout ce qui va aboutir à une approche extrêmement administrative et consistant, si vous me permettez l'expression, à cocher des cases pour ces entretiens professionnels. Forcément, ça n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on a un dispositif qui aboutit à sanctionner les entreprises dès lors qu'elles n'auraient pas fait au cours des dernières années certains entretiens, avec des sanctions financières assez lourdes. Faut arrêter avec ça et changer de regard sur les entretiens professionnels. C'est ce que je propose en faisant table rase du passé et en donnant plus de place aussi à la négociation collective, parce que les acteurs dans l'entreprise, les négociateurs, ont aussi un rôle à jouer, un rôle positif à jouer en la matière. Donc simplifier, sécuriser, changer de regard, absolument, c'est le sens de vos propositions. Et dépenser mieux. Et dépenser mieux. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Insight sur Décideur TV. Qu'est-ce que le devoir de vigilance européen? On en parle tout de suite avec mon invité, Charles-Henri Boranger, avocat associé chez Clifford Chance. Charles-Henri, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le devoir de vigilance européen? Alors, le devoir de vigilance européen, c'est une obligation qui est imposée aux grandes entreprises européennes ou aux grandes entreprises qui opèrent activement sur le marché européen d'identifier d'abord et de réduire au minimum l'impact négatif sur les droits de l'homme et sur l'environnement de leur activité, mais aussi de l'activité de leurs filiales et surtout de l'activité de tous leurs partenaires. Alors, c'est pas une obligation qui conceptuellement est nouvelle, elle existait déjà en soft law, par exemple des obligations imposées par les Nations Unies. La France avait une loi aussi, mais là, on assiste à une sorte d'harmonisation européenne, un projet plus ambitieux et un changement d'échelle. Quelles sont les obligations qui pèsent sur les entreprises et quelles sont les entreprises qui sont concernées? Alors, les obligations, c'est d'abord l'obligation de prévoir des procédures et notamment un code de conduite. Et ce code de conduite, qui vise à réduire les impacts environnementaux et des droits humains, se situe au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, il doit être adopté par le conseil d'administration ou le board. Première obligation. Deuxième obligation, cartographier les risques, les identifier.
Ensuite, il faut réduire au maximum. Le texte dit réduire à néant, mais c'est aussi réduire autant que possible, parce qu'il y a un principe de proportionnalité, réduire ses risques à travers toute la chaîne de valeur. Et puis aussi, la dernière obligation, assurer l'effectivité. Et enfin, la communication. On doit informer le public et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise de la manière dont on remplit ce devoir de vigilance. Quelle est la différence par rapport à la loi française ? Alors, par rapport à la loi française, on va dire que la loi française a été une inspiration très forte pour ce texte. Mais disons que le texte européen va un cran plus loin à bien des égards. On va dire que d'abord, son périmètre est plus large. Les entreprises concernées sont plus nombreuses, puisque la loi française concerne les entreprises de plus de 5000 salariés. Là, on est sur les entreprises de plus de 500 salariés. Et ça concerne aussi les entreprises qui sont actives sur le marché européen, ce qui n'est pas le cas de la loi de vigilance. Et puis vous avez une obligation qui se situe au plus haut niveau de l'entreprise. La loi française ne le prévoit pas. Vous avez aussi la mise en place de régulateurs au sein des États membres, très important. Ça a été une des conditions du succès de la loi Sapin 2. Par exemple, la loi française ne le prévoyait pas, et là, la réglementation européenne le prévoit. Et puis vous avez des sanctions qui, a priori, sont prévues comme étant ambitieuses. Quel est l'apport au final de ce texte ? Alors, l'apport, c'est, on va dire, au niveau communautaire, une accélération du déploiement de ces obligations de vigilance, je l'ai dit tout à l'heure, qui existent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment déployées dans les grandes entreprises, un changement d'échelle, et on va dire pour tout le monde, une trajectoire vers une économie, un développement plus durable, pour les consommateurs, une meilleure confiance, une plus grande transparence vis-à-vis de l'activité des entreprises, pour les entreprises, des avantages compétitifs, je dirais, et puis une meilleure gestion de leurs risques. Quelles seront les prochaines étapes ? La prochaine étape, c'est le suivi du processus démocratique européen. Vous allez assister, après le texte proposé par la Commission, à ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire un dialogue, mais à 3 parties, entre la Commission d'une part, le Parlement européen et le Conseil de l'Union. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir, merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside sur Décideur TV, l'arnaque aux faux ordres de virement. On en parle tout de suite avec mon invité Francis Bonnet-Détuve, avocat au sein du cabinet Infinity Avocat. Francis, bonjour. Bonjour. Alors concrètement, comment peut-on réaliser une arnaque aux faux ordres de virement ? Alors l'arnaque aux faux ordres de virement, c'est un fléau. 3,6 millions de cas, 644 millions d'euros de préjudice estimés, ce sont les chiffres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement pour le seul semestre 2021. C'est impressionnant. Donc c'est une fraude, c'est l'une des fraudes aux moyens de paiement qui tend à se développer. Cette fraude, elle commence par le piratage informatique d'une boîte email. C'est-à-dire que le fraudeur va prendre le contrôle d'une boîte mail, va intercepter un email qui contient un RIB. Il va modifier l'IBAN, le numéro de compte présent sur le RIB, de sorte que la victime qui reçoit cet email frauduleux va directement et volontairement procéder à un virement sur le compte du fraudeur. Je vous donne un exemple. Je vous dois de l'argent. Vous m'envoyez un email avec votre RIB en me demandant de vous faire le virement des fonds que je vous dois. Votre boîte mail ou ma boîte mail est piratée. Le fraudeur modifie l'IBAN, le numéro de compte sur votre RIB que je reçois. Je reçois cet email, sans me méfier bien entendu, je n'ai pas conscience qu'il est frauduleux, je me connecte directement sur le site internet de ma banque, sur mon espace personnel, je renseigne moi-même le numéro de compte, l'IBAN frauduleux, et je fais moi-même l'ordre de virement directement sur le compte du fraudeur. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette fraude, c'est que c'est pas la sécurité de la banque qui est mise en cause, c'est pas un piratage d'un moyen de paiement, c'est la victime qui est abusée et qui fait lui-même un ordre de virement au profit d'un fraudeur. Et c'est assez fréquent ? C'est assez fréquent, oui. On estime que, je crois, environ 3 entreprises sur 5 ont été potentiellement victimes au moins d'une tentative. Alors, quels sont les textes qui régissent ce type d'arnaque et quelles sont les sanctions encourues ? Alors, il faut distinguer selon les acteurs de cette opération. Dans cette opération, vous avez le fraudeur, vous avez la victime et vous avez les prestataires de services de paiement. Les prestataires de services de paiement
de la banque, c'est-à-dire la banque de la victime et la banque du fraudeur. Alors le fraudeur, il dépend du code pénal, hein, c'est les articles sur l'escroquerie, donc c'est 5 ans de prison, 750 000 € d'amende. La victime, elle, deuxième acteur de l'opération, elle va tenter d'être indemnisée soit par le fraudeur dans le cadre de la procédure pénale, soit par les prestataires de services de paiement, on va le voir, ou par un mécanisme assurantiel. Les prestataires de services de paiement, le régime juridique qui vient des directives européennes DSP1, DSP2, transposées dans le Code monétaire et financier. Et le Code monétaire et financier, il prévoit un régime d'irresponsabilité des prestataires de services de paiement si l'IBAN fourni, l'identifiant unique fourni est correct. Donc là, ça veut dire qu'une banque n'est pas responsable? C'est-à-dire qu'une banque n'est pas responsable si la victime a lui-même renseigné un IBAN. Alors vous allez me demander, il peut y avoir une problématique sur la concordance des identités. C'est-à-dire que moi, dans mon exemple, quand je vais renseigner mon ordre de virement, je vais mettre votre identité comme étant le bénéficiaire. Néanmoins, la banque qui reçoit les fonds, elle reçoit les fonds sur le compte du fraudeur, qui n'a pas la même identité que vous. La jurisprudence, elle est relativement claire sur ce sujet. Elle considère que seul l'IBAN, l'identifiant unique, est le critère à prendre en considération et que l'identité du bénéficiaire de l'ordre de virement n'est pas à prendre en considération. Comment on peut se protéger contre ce type de fraude? Alors, on peut raisonner en amont et que faut-il faire après la fraude? Alors, en amont, déjà, ça passe par un audit de sécurité de son système informatique. Vous pouvez également vérifier avec votre interlocuteur par téléphone si l'IBAN que vous avez reçu est bien le bon. Et après, en cas de fraude, vous avez ce qu'on appelle une procédure de recall. C'est-à-dire que la banque de la victime peut appeler la banque du fraudeur pour tenter de récupérer les fonds. Ça doit se passer très rapidement parce que effectivement, les fonds ne doivent pas être repartis sur un autre compte. C'est-à-dire qu'il faut sinon, on ne peut plus récupérer l'argent. Et est-ce qu'il y a des assurances pour ce type de fraude? Il peut y avoir des assurances de la victime souscrites sur ce type de fraude, mais ce ne sera pas les assurances de la banque qui vont rentrer en jeu dans ce système. Merci pour votre éclairage. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.